Parmi les nombreuses légendes de la Terre du Milieu, une terre se distingue par sa grandeur, ses vastes plaines et la bravoure de son peuple, le Rohan. C'est un royaume dont l'histoire résonne à travers les âges, mêlant héroïsme et tragédie. Les terres qui allaient devenir le Rohan étaient autrefois appelées Calénardon. Située au sud du très vaste Rhovanion, c'était une région fertile située au nord du fleuve Anduin et à l'ouest des montagnes Blanches. Ce territoire, bien avant d'être habité par les Rohirrim, appartenait au royaume du Gondor. Cependant, dans les premiers siècles du Troisième Âge, le Calénardon était peu peuplé et souvent exposé aux incursions des Dunlandais et d'autres tribus sauvages. L'histoire du Rohan prend véritablement forme avec les Éotodes, ce qui signifie le peuple du cheval. C'était un peuple nordique descendant des Édins du Premier Âge. Ces hommes vivaient initialement dans les terres situées au nord de la Forêt Noire et près de la source de l'Anduin. Grands cavaliers, ils étaient reconnus pour leur maîtrise exceptionnelle des chevaux. Menés par leur chef, les Éotéodes vivaient dans un climat de semi-nomadisme, toujours prêts à répondre à la menace des orques et de leurs wargs. Ceux-ci étaient considérés comme des hommes d'honneur et de confiance par le Gondor. L'un de leurs légendaires seigneurs est certainement Fram, dont la renommée lui vient de son formidable combat contre le terrible dragon Skata, le dernier des longs serpents à vivre dans les montagnes grises. Suite à sa victoire, il met la main sur le formidable trésor du dragon, constitué essentiellement de richesses produites par les nains. Et Fram ne trouva rien de mieux à faire que de les narguer, ce qui pousse certains à croire que les seigneurs de la montagne auraient tenté de le faire tuer. Lorsque le roi sorcier d'Angmar s'établit dans le nord et que son influence vient briser la concorde des royaumes des hommes, les Éotéodes décident de migrer de nouveau, en prenant pied près des montagnes de brume. Et la paix, qui dure ensuite pendant près de 400 ans, leur permet de prospérer. Cependant, la population était désormais devenue trop nombreuse et les ressources venaient à manquer. Leur territoire était devenu trop étroit. Le tournant décisif survient en l'an 2510 du Troisième Âge, lorsque Sirion, le surintendant du Gondor, envoie un appel à l'aide désespéré. Son royaume faisait alors face à une invasion massive des Balkos, une tribu de l'Est hostile, épaulée par des orques. Éorl le Jeune, chef des Éotéodes, répond avec une rapidité légendaire. Avec une armée montée de près de 7000 cavaliers, il parcourt des centaines de lieues en un temps record, arrivant à temps pour briser l'assaut des Balkos lors de la bataille des champs du Celebrant. Les dernières légions du Gondor étaient alors sur le point d'être submergées quand la cavalerie d'Éorl survient dans le dos de leurs ennemis et vient s'écraser contre eux, ce qui renverse complètement le sort de la bataille. Cet acte de bravoure cimente une alliance éternelle entre les Éotéodes et le Gondor. En guise de reconnaissance pour leur sauveur, le surintendant Sirion, bien conscient qu'il aurait besoin de puissants alliés pour rivaliser face à l'ascension de Sauron dans le Mordor, décide d'octroyer les terres du Calénardon aux Éotéodes, ce que leur seigneur accepte avant d'y mener son peuple, où ils peuvent s'y installer définitivement. C'est ainsi que naît le royaume du Rohan, et qu'Éorl devient leur premier roi, le seigneur des Rohirrim. Par là même, il en profite pour prêter serment auprès de l'intendant, lui assurant de toujours venir à leur aide si le besoin s'en faisait ressentir. Le serment d'Éorl était né. Sous son règne, le Rohan prend rapidement forme. Le peuple adopte un mode de vie pastoral centré autour des chevaux. Les vastes plaines du Ridormark étaient idéales pour élever ces animaux nobles. Et les Rohirrim deviennent célèbres dans toute la terre du milieu pour leurs destriers robustes et rapides. Le royaume était divisé en deux grandes régions, le Westfold et l'Estfold, chacune abritant des communautés autonomes mais unies par leur loyauté envers le roi. Ensuite, les témoignages divergent, mais c'est à cette période que la nouvelle capitale Edoras aurait été fondée, que ce soit par Éorl ou bien par son fils. Le roi siégerait donc dans la salle du trône Méduseld, la salle dorée,
en référence aux toits recouverts d'or et à ses murs ornés de récits épiques. Pour autant, la majorité du peuple vit de son côté dans de simples petits villages ou des fermes. Le rôle central des chevaux dans la culture des Rohirrim donne naissance à une cavalerie redoutable, les cavaliers du Rohan, connus sous le nom d'Éored. Ils étaient des guerriers disciplinés et courageux, utilisant leur mobilité pour frapper rapidement leurs ennemis. Au cours de leur installation, les Rohirrim peuvent découvrir d'anciennes forteresses du Gondor désormais abandonnées qu'ils décident de restaurer afin d'en faire de nouvelles places fortes. C'est par exemple le cas de Dunhart, mais nous pourrions aussi évoquer le cas de la célèbre tour d'Orthanc, qui reste d'abord entre les mains des intendants du Gondor pendant un certain temps. Malgré ces projets, le jeune royaume fait face à des menaces constantes. Les Dunlandais, un peuple rival vivant à l'ouest, haïssent les Rohirrim pour leur appropriation du Calenardon. De plus, les orques rôdent toujours dans les montagnes voisines. Éorl passe donc la majeure partie de son règne à défendre les frontières et à consolider le pouvoir central. Malheureusement, en 2545, le Rohan subit une attaque des Orientais, et bien que celle-ci échoue, Éorl y trouve tout de même la mort après 35 années de règne. Celui-ci est enterré aux côtés de son cheval dans un tertre à l'extérieur de la cité. Son fils Brego lui succède et achève la construction de la salle du trône. Son propre fils jure ensuite de parcourir le terrible sentier des morts, duquel il ne revient jamais. Une perte tragique qui entraîne le roi dans un profond chagrin qui finit même par le faire mourir. C'est donc son fils cadet, Aldor, qui lui succède alors qu'il n'est qu'un enfant. Celui-ci serait plus tard surnommé le Vieux, suite à la durée de son règne qui aura duré près de 75 ans. Dans les siècles qui suivent, le Rohan subit un harcèlement constant de leurs voisins dunlandais qui parviennent même à s'approprier la forteresse d'Orthanc. Puis, quelques années plus tard, le Rohan s'apprête à traverser sa plus terrible crise sous le règne du roi Helm Main-Marteau. Il était le 9e souverain de ces terres. Et celui-ci a acquis son étrange surnom lorsqu'au cours d'un conseil, un certain Freka, un seigneur d'ascendance dunlandaise, décide de l'insulter. Ce à quoi le roi rétorque en lui portant un immense coup de poing qui le tue sur le coup. Un acte terrible qui vient provoquer l'hydre du fils du seigneur qui, 4 ans plus tard, décide d'envahir le Rohan en guise de représailles. Le roi se retrouve sans autre solution que celle de fuir sa capitale et de se réfugier dans sa forteresse de la Ferté-au-Corps, ce qui plonge au passage le royaume dans le plus grand désarroi, sans compter sur l'arrivée d'un hiver particulièrement rude qui ne fait qu'accroître les souffrances du peuple. Assiégé depuis des mois désormais, Helm continuait de tenir. La légende prétend même qu'une fois la nuit tombée, celui-ci se rendait à l'extérieur de la forteresse pour tuer ses ennemis à main nue, et que chaque matin, lorsque l'aube pointait son nez, celui-ci faisait résonner le corps du fort, qui prend ainsi le nom de Gorge de Helm ou Gouffre de Helm. Sa légende était née. Son nom inspirait désormais la terreur dans le cœur de ses ennemis. Ceux-ci étaient devenus persuadés qu'il était invincible. Et pourtant, au cours d'une nuit, son corps est retrouvé. Il était mort de froid. Dans les mois qui suivent, le siège peut être levé par le neveu de Helm, Frealaf. Les Rohirrim sont libérés, et Doras est reconquise, et les Dunlandais sont définitivement repoussés grâce à l'aide du Gondor. Frealaf est aussitôt nommé comme nouveau régent de ces terres. Malheureusement, la situation dans laquelle il hérite du trône de son oncle est très loin d'être bonne. Ce long hiver ainsi que la guerre ont fini d'épuiser les ultimes ressources du Rohan. Néanmoins, au cours de la cérémonie visant à le couronner, le nouveau souverain reçoit une étrange et curieuse visite, celle d'un étranger, d'un magicien portant le nom de Saruman, qui vient le couvrir de cadeaux et qu'il annonce qu'il a reçu l'autorisation de la part de l'intendant actuel du Gondor de s'installer dans la tour d'Orthanc.
Conscient de la puissance du magicien, le nouveau seigneur des Rohirrim accueille cette nouvelle avec joie, heureux de pouvoir compter sur un allié aussi puissant à la frontière avec leurs plus terribles rivaux. Dans les années suivantes, les Rohirrim doivent faire face à l'arrivée de nombreux orques en provenance des montagnes de brume suite à leur défaite lors de la bataille d'Azanul-Bizarre, qui avait vu les nains tenter de reconquérir leur royaume d'antan, mais qui, par là même, avait provoqué l'escapade de nombreux serviteurs de l'ombre vers les montagnes blanches. De nombreux rois se succèdent alors jusqu'à parvenir à enfin débarrasser leurs terres de la présence des orques. Les Rohirrim parviennent même à reconquérir l'ensemble de leur territoire en chassant les Dunlandais de la marche de l'Ouest et viennent en aide aux Gondor lorsque ceux-ci subissent une invasion des Haradrim. Quelques années plus tard et contre toute attente, le seigneur magicien, Saruman, commence à provoquer le trouble dans le Kalinardon. Celui-ci ose même se proclamer comme le seigneur d'Isengard, peu de temps avant que Théoden ne puisse à son tour monter sur le trône. Celui-ci avait tout pour devenir un grand roi. Il était vaillant au combat, courageux en temps de guerre et sage en temps de paix. Malheureusement, un roi avec un bon cœur ne peut que devenir la cible idéale du magicien blanc qui ensorcelle son esprit grâce à sa magie et l'aide apportée par son fidèle serviteur, Grima langue de serpent. Petit à petit, le royaume de Saruman s'étend. Celui-ci avait façonné une nouvelle armée d'orques et de guerriers Uruk-hai, sans compter sur les Dunlandais qu'il avait pu manipuler afin de les convaincre de rejoindre sa cause. Voyant son père incapable de réagir, Théodred, associé à son cousin et Homer, entreprend de lutter contre les incursions venues de l'Ouest en repoussant les orques et les Dunlandais qui venaient sans cesse s'en prendre à leur peuple. Mais la magie du sorcier était trop puissante, et petit à petit, le Rohan s'affaiblit, baisse sa garde. Ses terres sont ravagées, pillées, sans qu'il ne puisse réagir. Lorsque la communauté de l'anneau se met en marche, Saruman intensifie ses assauts sur le Rohan, et Homer, quant à lui, rassemble autant de cavaliers que possible dans l'est de leur terre, mais il est fait emprisonner par Grima. Théodred, de son côté, mène un ultime assaut contre les forces d'Isengard qui avaient reçu l'ordre express de le viser lui spécifiquement, et malgré leur défaite, les Uruk-hai avaient atteint leur véritable objectif. Le jeune prince avait été mortellement blessé. La situation était donc pire que jamais. Heureusement, Gandalf le Blanc intervient au bon moment pour purifier l'esprit du pauvre seigneur qui avait été tourmenté depuis trop longtemps. Reprenant pleinement le contrôle de son esprit, ce dernier ordonne la libération d'Éomer, le bannissement de Grima et convoque l'ensemble de ses hommes en mesure de tenir une arme avant de conduire son peuple dans la forteresse du gouffre de Helm, persuadé qu'il s'agit de son seul moyen de tous les sauver. Gandalf, quant à lui, s'en va à la rencontre des Ents pour coordonner leur attaque de la tour d'Orthanc qui vient surprendre Saruman. Mais en attendant, c'était un host de 10 000 guerriers qui s'apprêtait à déferler sur la maigre troupe des Rohirrim. À 3 000 contre 10 000, leurs chances de l'emporter sont minces. Au cours de la première nuit, tous les assauts des Uruk-hai peuvent être repoussés. Mais à l'aube, les défenseurs sont surpris par l'utilisation d'une nouvelle arme qui vient ouvrir une brèche dans leurs murailles. Désireux de périr les armes à la main, Théoden, accompagné par ses plus fidèles sujets, lance l'ultime et épique charge au milieu de l'armée ennemie. Mais tous ont la surprise de découvrir qu'une forêt est apparue au pied de la forteresse. Les Ents venaient désormais s'en prendre à l'ost de l'Isengard. Et c'était sans compter sur les renforts conduits par Gandalf qui scellent définitivement le sort de la bataille. Le Rohan vient de remporter une très grande victoire. Mais la guerre contre Saruman n'était que le prélude à un conflit encore plus vaste, la guerre de l'anneau. Aux côtés du Gondor et des autres peuples libres, le Rohan joue un rôle crucial dans la lutte contre Sauron et dans la survie des hommes. Leur allié du sud étant pris pour cible, Théoden sait qu'il doit leur venir en aide. Il rassemble donc le gros de ses troupes à Dunaharth
en attendant qu'une demande d'assistance formelle leur soit envoyée. Et une fois la chose faite, le serment d'Éorle peut être accompli. Arrivant aux abords de Minas Tirith avec près de 6000 cavaliers, le roi a le malheur de trouver la cité assiégée par des milliers d'orques, des Orientais et d'autres hommes du sud. La charge épique qu'il mène donne un vent de répit aux défenseurs, et le roi parvient même à tuer le capitaine de la cavalerie des Haradrim. Cependant, alors que la victoire commençait à se dessiner, Théoden subit les foudres du roi sorcier, le seigneur des Nazgûl, qui fait plonger sa créature sur sa monture, ce qui paralyse le roi du Rohan et par là même vient le blesser mortellement. Heureusement, il est vengé par l'intervention inattendue de sa fille Éowyn, qui avait décidé de prendre part au conflit et qui vient donc achever la prophétie en éliminant le roi sorcier, ce qui lui procure immédiatement une grande renommée auprès des autres cavaliers qui la saluent pour sa bravoure. Malheureusement, avant de lâcher son dernier soupir, le roi Théoden ignore encore que sa fille était venue à son secours, et il nomme tout de même Éomer comme son héritier. Par la suite, la bataille peut être remportée grâce à l'armée conduite par Aragorn qui vient balayer l'armée du Mordor. La guerre de l'anneau entrait donc dans son acte final. Il leur fallait à tout prix attirer l'attention de Sauron ailleurs que sur le véritable porteur de l'anneau. Pour cela, Aragorn et Éomer décident de conduire un ultime assaut sur la Porte Noire qui garde les terres maudites du Mordor. Enfin, lorsque l'anneau est détruit, la victoire finale est acquise. Aragorn peut être couronné comme nouveau seigneur du Gondor et d'Arnor, le royaume réunifié. Éowyn accepte la main de Faramir, fils du précédent intendant du Gondor, et le serment d'Éorle est renouvelé entre les deux royaumes. Le nouveau roi Éomer vient épouser Lothiriel, la fille du prince Imrahil de Dol Amroth, avec qui il aurait un fils, Elfwin. Sous son règne, le Rohan retrouve sa gloire et sa prospérité d'antan. Malgré la chute de Sauron, la terre des seigneurs des chevaux ne manquait pas d'ennemis, et le roi mène la charge à de nombreuses reprises aux côtés du roi Elessar, ce qui lui permet même de mettre la main sur d'autres territoires, comme par exemple dans le Rhovanion. Ainsi s'achève l'histoire du Rohan, celle d'un peuple résilient, forgé par les épreuves. Leur culture centrée sur les chevaux et le courage est immortalisée dans les chants et les récits de la Terre du Milieu. Et aujourd'hui encore, les noms de Théoden, d'Éorle, d'Éomer et d'Éowyn résonnent comme des exemples de bravoure et d'honneur. Ainsi s'achève notre voyage à travers l'histoire de ce légendaire royaume de la Terre du Milieu. J'espère que cela vous aura plu. N'hésitez pas à me le dire dans les commentaires, à parler de la chaîne autour de vous et à vous abonner pour ne pas louper les prochaines sorties. En attendant, je vous invite également à me proposer d'autres idées de vidéos concernant l'univers du Seigneur des Anneaux. Je vous rappelle également que vous pouvez me soutenir sur Tipeee si vous le souhaitez ou que vous en avez la possibilité. Et enfin, moi il ne me reste plus qu'à vous dire à la prochaine, c'était Absolute, ciao.